Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la calorimétrie et nous allons plus précisément utiliser la calorimétrie pour déterminer expérimentalement, c'est-à-dire au laboratoire, le delta H d'une réaction. Alors pour comprendre le principe de la calorimétrie, nous allons partir de 3 expériences. Alors voici la première expérience à gauche. Alors nous disposons de 2 récipients contenant chacun la même quantité d'eau, c'est-à-dire 1 kg. Donc c'est tous les deux des récipients d'1 kg d'eau. Et nous voulons faire monter la température dans le récipient de gauche de 10 degrés. Donc par exemple, si nous partons d'une température initiale de 15 degrés, nous voulons arriver à 25 degrés. Donc nous voulons que l'eau augmente sa température de 10 degrés Celsius. Alors, nous voulons, par contre, au niveau du deuxième récipient, celui de droite, nous voulons augmenter la température de 20 degrés. Donc, si nous partons toujours de la température initiale de 15 degrés, nous voulons arriver à 35 degrés. Donc, la différence de température est de 20 degrés Celsius. Alors, comment faire pour augmenter la température de l'eau? Nous allons chauffer. Et nous allons regarder ici en dessous la quantité d'énergie fournie, Q, ce que j'appelle grand Q, qui est donc l'énergie thermique fournie. Et c'est assez logique, ça va vous sembler, je pense, évident. Il faut chauffer 2 fois plus fort le récipient de droite que le récipient de gauche. Il faut, pour augmenter de 2 fois plus la température de l'eau, il faut chauffer 2 fois plus fort. Donc l'énergie thermique va dépendre de la variation de la température désirée. Deuxième expérience, ici à droite en haut. Deuxième expérience, nous partons toujours avec 2 récipients contenant de l'eau, mais cette fois-ci, vous voyez, le récipient de gauche a une masse d'eau de 1 kg et le récipient de droite a une masse d'eau de 2 kg. Alors, nous voulons dans les 2 cas augmenter la température de 10 degrés Celsius. Je vais effacer mes valeurs absolues, voilà. Nous voulons augmenter la température de 10 degrés Celsius, c'est-à-dire, par exemple, passer de 20 degrés à 30 degrés. Alors, on regarde l'énergie qu'il faut fournir, et c'est assez ici aussi logique. Il faut fournir beaucoup plus, 2 fois plus d'énergie thermique pour chauffer 2 fois plus d'eau. Voilà. Et donc l'énergie thermique que l'on doit fournir va dépendre de la masse à chauffer. Troisième expérience, nous avons dans le récipient de gauche 1 kg d'huile, dans le récipient de droite 1 kg d'eau. Nous voulons tous les 2 récipients augmenter la température de 10 degrés, donc passer, comme on le disait tout à l'heure, de 20 degrés à 30 degrés. Alors si on regarde, donc ce qui change ici, c'est la nature de la matière à chauffer, et vous voyez qu'il faut chauffer beaucoup plus l'eau que l'huile. C'est d'ailleurs le principe des friteuses à huile. Donc, le principe d'une friteuse à huile, ça veut dire qu'on fournit un peu d'énergie et ça chauffe très vite tout ce qu'on met à l'intérieur de l'huile. Donc, si nous faisons le résumé de ces 3 expériences, l'énergie que l'on doit fournir, qui se trouve ici en dessous, l'énergie que l'on doit fournir, va dépendre de la variation de température désirée, de la masse que l'on veut, dont on veut augmenter la température, et de la matière. Alors, si on prend les conclusions, vous avez ces conclusions dans votre cours, vous devez compléter votre syllabus en même temps. Donc, la quantité d'énergie thermique Q reçue ou perdue, ici c'est reçue, est directement proportionnelle à la variation de température désirée,
que l'on va noter ainsi, va dépendre aussi de la masse dont on veut augmenter la température, et va dépendre de la matière. Est-ce qu'on travaille avec de l'eau, avec de l'huile, etc. Alors la matière, nous allons pour ça utiliser une notion qu'on appelle la chaleur massique, qui est une propriété qui sera donc une propriété propre à chaque matière, on va en reparler tout de suite, et que l'on va noter par un petit c. Donc nous arrivons à la formule de la calorimétrie. Et que nous dit-elle cette formule de la calorimétrie? Que l'énergie thermique reçue ou dégagée dépend de la chaleur massique, la masse et la variation de température. Alors je l'ai exprès écrit dans cet ordre-là. Certains élèves retiennent comme truc mémotechnique QCM, question à choix multiple. Mais attention, il ne faut pas oublier derrière la variation de température. Alors revenons à la chaleur massique. Qu'est-ce que la chaleur massique que, je vous rappelle, nous notons avec un petit c, un c minuscule? La chaleur massique correspond à la quantité d'énergie thermique qu'il faut fournir à 1 kg d'une substance donnée pour augmenter sa température de 1 degré Celsius ou de 1 Kelvin. Il existe, alors oui, l'unité d'abord. L'unité, c'est le kilojoule par kilo fois degré Celsius, ou le kilojoule par kilo fois Kelvin si nous travaillons en Kelvin. Alors, il existe aussi une notion qui s'appelle la chaleur molaire, qui est très similaire. La seule chose qui change, c'est la quantité dont on veut augmenter d'1 degré la température. Dans la chaleur massique, on a dit c'est 1 kg. Dans la chaleur molaire, comme on l'entend dans le nom, c'est 1 mole. Alors maintenant, si on regarde l'unité de la chaleur molaire, son unité, c'est des kilojoules par mole fois degré Celsius, si on travaille avec des degrés Celsius, ou kilojoules par mole fois Kelvin, si on travaille avec des Kelvins. Alors dans le cadre de ce cours, on travaillera essentiellement avec les chaleurs massiques. Alors, les chaleurs massiques, la bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas étudier par cœur ce tableau. Donc, vous voyez un tableau qui reprend différentes matières et leur chaleur massique respective. Donc, par exemple, si je prends le cuivre, la chaleur massique du cuivre, c'est 0,385 kJ par kilo fois degré Celsius. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chauffer 1 kg de cuivre, et augmenter sa température de 1 degré Celsius, il faut fournir une énergie de 0,385 kJ. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de faire ensemble l'exercice 1 dans votre syllabus, donc c'est au niveau de la page sur les chaleurs massiques, et je vous laisserai faire ensuite l'exercice 2 tout seul. Alors, premier exercice, on nous dit que la chaleur massique du fer vaut 0,47 kJ par kilo fois degré Celsius. Et on vous demande de réexpliquer ça en français. Ça veut dire quoi en clair en français? Alors, ça signifie que pour augmenter la température, augmenter de 1 degré Celsius, la température de 1 kg de fer, il faut fournir 0,47 kJ d'énergie. Vous pouvez tourner dans l'autre sens. Il faut fournir 0,47 kJ d'énergie pour augmenter de 1 degré la température de 1 kg de fer. Alors si on le met en ceci de manière synthétique, pour augmenter de 1 degré, une masse de 1 kg une masse de fer de 1 kg, il faudra fournir une énergie de 0,47 kJ. Si G
10 kg de fer, forcément, il faudra fournir 4,7 kJ d'énergie. D'accord? Ça, c'est un exemple en plus. Donc, nous avons traduit la chaleur massique à l'aide de cette relation qui va nous être utile. Alors, exercice 1b, on nous demande de transformer la chaleur massique en chaleur molaire, c'est-à-dire on voudrait connaître la chaleur qu'il faut fournir pour augmenter de 1 degré une mole de fer et plus 1 kg de fer. Donc, je veux cette fois-ci augmenter, je voudrais connaître l'énergie pour augmenter d'1 degré Celsius une mole de fer. Hop. Quelle est la masse d'une mole de fer? Alors, si vous allez dans votre tableau périodique, vous verrez que une mole de fer, c'est 56 grammes. Donc, pour trouver la chaleur à fournir, j'ai 1 kg et je veux arriver à 56 grammes. Donc, je vais diviser par 1000 et puis faire fois 56. Alors, si vous prenez ça, vous faites ça avec votre calculatrice. 0,47 divisé par 1000 fois 56 et vous tombez sur 0,0263 kJ. Donc, il faut 26,3 joules d'énergie pour chauffer, pour augmenter la température de 1 degré, pour augmenter donc cette température, une mole de fer, pour l'augmenter de 1 degré Celsius. Je vais y arriver. Alors, je l'ai dit dans l'introduction, la calorimétrie est une méthode qui va nous servir pour déterminer expérimentalement au laboratoire le delta-H d'une réaction. Donc, si c'est au laboratoire, nous avons besoin de matériel. Et donc, le matériel nécessaire pour faire de la calorimétrie, c'est le calorimètre adiabatique. Alors, il faut évidemment que ce soit un récipient isolé. Rappelez-vous, un récipient isolé, c'est un récipient qui ne laisse pas traverser ni la matière ni l'énergie. Et cela va nous permettre évidemment de mesurer la chaleur mise en jeu lors de réactions chimiques. Alors le premier calorimètre que je vous propose se trouve ici, sur l'image en haut. C'est un calorimètre simple qui est simplement formé d'un récipient qui est isolé. Et on mesure directement la température, soit ici avec un thermocouple, mais ça peut être avec un thermomètre, et on mesure directement les variations de température directement dans le milieu réactionnel. Le deuxième matériel que l'on peut aussi utiliser dans le cas de la calorimétrie, c'est ce qu'on appelle les bombes calorimétriques. Alors vous voyez qu'elles sont formées de plusieurs récipients emboîtés les uns dans les autres. Alors, la réaction a lieu ici dans le récipient central qui est entouré d'eau. Donc, tout autour du récipient central, vous avez de l'eau. Et le thermomètre, comme vous le voyez ici, plonge dans l'eau et va mesurer la variation de température de l'eau qui récolte, si vous voulez, l'énergie absorbée ou dégagée lors de la réaction qui a lieu dans le récipient central. Alors, lorsqu'on regarde donc ces calorimètres, on se rend compte que lorsqu'on réalise par exemple une réaction exothermique, quelles sont les parties qui vont chauffer? Alors, je reviens ici à mon exemple. Si je fais la réaction ici, quelles sont les parties qui vont chauffer? Il y a d'abord le liquide dans lequel se fait la réaction et les parois du récipient. On va considérer que l'air est négligeable ici. Donc, qu'est-ce qui va chauffer? On a donc le milieu réactionnel, c'est-à-dire la solution, et les parois du récipient. Donc, si je calcule l'énergie thermique totale,
Je reprends la formule que nous avons vue, la formule de la calorimétrie. Et ici, il n'y a pas qu'une seule matière qui va chauffer, mais deux, la solution et la paroi du récipient. Donc, nous allons calculer la chaleur, l'énergie thermique, donc la chaleur reçue ou absorbée, reçue ou perdue par la solution, et pareil, la chaleur transférée à la paroi du récipient. Alors, j'applique la formule de la calorimétrie. Donc, je prends la chaleur massique de la solution fois la masse de la solution fois la variation de température. Je fais la même chose avec les parois du récipient. Et on se rend compte qu'il y a une grandeur, la variation de température est identique dans les deux termes. Et donc, je vais le mettre en évidence. Et donc, on aura la chaleur massique de la solution fois la masse de la solution plus la chaleur massique de la paroi du récipient fois la masse de la paroi du récipient, le tout fois la variation de température. Alors, nous allons, dans le cadre de ce cours, travailler en valeur absolue. Donc, ça veut dire que la variation de température sera toujours donc, en valeur absolue, mais l'énergie reçue ou absorbée aussi sera en valeur absolue. On mettra le signe dans une seconde étape lorsqu'on calculera le delta H de la réaction. J'arrive donc à cette formule et avant d'attaquer les exercices, je vous demande intéressons-nous plutôt aux unités. Alors, si on regarde l'unité de la chaleur massique, alors cette unité de la chaleur massique, elle vous sera toujours donnée, puisque aux interros, vous aurez toujours ce tableau. Donc, on peut se baser sur le tableau et voir que l'unité de la chaleur massique, c'est des kilojoules par kilo fois des degrés Celsius. Et ceci pour les deux chaleurs massiques qui vont intervenir ici. Alors, basez-vous sur cette unité pour trouver les autres unités et soyez cohérents. Alors, l'énergie thermique qui est dégagée ou absorbée lors du phénomène sera exprimée en kilojoules. La masse, regardez bien l'unité de la chaleur massique, sera exprimée en kilogrammes. Attention, c'est la première fois et c'est une des seules fois en chimie où nous allons travailler la masse en kilogrammes. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que cette formule de la calorimétrie nous vient de la physique et les physiciens ont l'habitude de travailler en kilogrammes. Et donc toutes les tables de chaleur massique sont exprimées par rapport au kilogramme. Et la variation de température sera exprimée en degrés Celsius. Alors, je vous propose maintenant d'attaquer le premier exercice. Cet exercice est résolu dans votre syllabus. N'oubliez pas d'indiquer tout autour de cet exercice résolu toutes les remarques que nous allons faire. Alors, je vous propose de commencer par lire l'énoncé. Dans un calorimètre adiabatique de 300 g en verre, on verse 100 g d'eau pure à 25 degrés Celsius et ensuite 2,02 g de nitrate de potassium KNO3 à la même température. La température finale de la solution est alors de 23,8 degrés Celsius. On considère que seule la moitié de la masse du verre se refroidit. Et on vous demande de calculer la chaleur molaire de dissolution de KNO3, c'est-à-dire de cette réaction, et de déduire le delta H molaire de dissolution et ne pas oublier son signe. Bon, alors vous voyez que dans ce genre d'exercice, surtout très très long, l'important, première étape, c'est de sortir toutes les données et de vérifier qu'elles sont dans les bonnes unités. Alors, on nous dit que nous avons un calorimètre dont la masse de verre, c'est 300 g. Donc, la masse de la paroi,
de notre récipient, hein, c'est le verre, c'est 300 grammes. Nous avons vu précédemment que les masses doivent être exprimées en kilos. Donc, je la mets en kilos. On continue, on verse 100 grammes d'eau pure. Donc, la masse de l'eau, c'est 100 grammes. Alors, attention, si vous regardez bien la formule, on parle de la masse de la solution et pas de la masse de l'eau. L'eau, on met du nitrate de potassium dans l'eau. Donc, l'eau est notre solvant et le nitrate de potassium est le soluté. Comment fait-on pour trouver la masse de la solution? Eh bien, on additionne la masse du soluté plus la masse du solvant. Rappelez-vous, une solution est fabriquée en mettant un soluté dans un solvant. Donc, pour connaître la masse de la solution, c'est-à-dire le résultat final, on additionne la masse du soluté et la masse du solvant. Ça aussi, c'est très important. Donc, l'eau, c'est mon solvant. Et la masse de KNO3, c'est 2,02 grammes. Ça, c'est mon soluté. Avec ces deux données, je calcule la masse de la solution, qui vaut donc 100 plus 2,02. On arrive à 102,02 grammes. Attention, on doit mettre en kilogrammes. Alors, on sait aussi que la température initiale, c'est 25 degrés Celsius, que la température finale, c'est 23,8 degrés Celsius. Donc, la différence de température en valeur absolue, donc on prendra toujours le plus grand moins le plus petit, puisque nous, on travaille en valeur absolue, vaut 1,2 degrés Celsius. On voit aussi que la température diminue puisqu'on est passé de 25 degrés à 23,8 degrés. Donc, il s'agit bien d'une réaction endothermique. Ce sera important pour la suite. Alors, il y a encore une info importante qui nous dit qu'on considère que seule la moitié du verre chauffe. Donc, ce n'est pas 300 grammes qui va chauffer, la masse de la paroi qui a refroidi, dans ce cas-ci, puisque c'est exothermique, ça refroidit, il faudra la diviser par 2. Et donc, on arrive à la masse de la paroi qui vaut, en noir c'est mieux, voilà, 0,15 kg. Donc, ceci, c'est parce qu'on nous dit que seule la moitié du verre chauffe, se refroidit, quand vous faites une réaction dans un récipient, la partie du récipient, donc si je vous dessine un petit Erlenmeyer, voilà, la partie qui va vraiment se refroidir, c'est la partie qui est en contact avec la solution et peut-être un tout petit peu au-dessus. Mais la partie supérieure ici ne va pas se refroidir. Le froid ne va pas monter jusqu'au sommet du verre, donc on considère que seule la moitié de la masse se refroidit réellement. Alors, une fois qu'on a placé toutes ces données, eh bien, on utilise notre formule. Donc, je vous ai remis la formule au-dessus, nous allons remplir au fur et à mesure. Donc, la masse de la solution. Hop. La masse de la solution, on l'a trouvée en additionnant la masse du solvant et du soluté, ça vaut 0,10202. La chaleur massique de la solution. Si je regarde mes données, je n'ai pas la chaleur massique de la solution, mais rappelez-vous, vous aurez toujours accès à ce tableau.
Donc la chaleur massique de la solution, on va considérer que c'est quasiment la même chose que l'eau liquide. Donc vous voyez ici solution, donc on va pour toutes les solutions utiliser 4,18. Donc je reviens, voilà, j'essaie d'aller plus vite, voilà, je reviens ici, 4,18. Plus la masse de la paroi, on prend bien 0,15, fois la chaleur massique de la paroi, et on nous a dit la paroi est en verre. Donc en verre, c'est 0,84. Fois la différence de température, 1,2. Alors vous prenez votre calculatrice, vous calculez cela et on obtient 0,663 kJ. Pour une masse de KNO3 de 2,02 grammes. Alors si je reviens à l'énoncé, je vois qu'on me demande de calculer la chaleur molaire. Alors, qu'est-ce que vous entendez dans chaleur molaire? La chaleur du mole. Or, nous n'avons pas travaillé avec une moule, nous avons travaillé avec 2,02 grammes. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour l'instant, notre résultat? Ça veut dire que lorsqu'on dissout 2,02 grammes de KNO3, il y a une énergie thermique qui est absorbée, puisque c'est une réaction endothermique, et cette énergie absorbée vaut 0,663 kJ. Maintenant, ce que je veux connaître, c'est quelle serait cette énergie si on avait travaillé avec une mole de KNO3, puisqu'on nous demande de calculer le Q molaire, la chaleur absorbée mais molaire. Alors, que vaut une mole de KNO3? Alors, on va voir dans le tableau périodique, le potassium c'est 39, l'azote c'est 14, on a 3 fois 16, donc une mole de KNO3 c'est 101 grammes. Donc on fait la règle de 3 et on obtient une chaleur de l'énergie thermique de 33,15 kJ. Vous pouvez aussi, parfois c'est plus facile, prendre le Q pour 2,02 grammes. Non, c'est plus facile par règle de 3. Voilà. Alors, donc, nous avons obtenu le Q molaire, c'est-à-dire, nous savons que pour dissoudre une mole de KNO3, il y aura une énergie absorbée de 33,15 kJ. Alors maintenant, on nous demande de calculer le delta H de la réaction. Alors le delta H de la réaction, ce sera le Q molaire qu'on a trouvé ici, mais attention, il faudra rajouter des signes. Donc ce sera plus, rappelez-vous, si la réaction est endothermique, et ce sera moins si la réaction est exothermique. Donc dans ce cas-ci, le delta H vaut plus 33,15 kJ par mole. Alors je vais vous demander maintenant de regarder le développement que nous avons fait et nous allons faire un schéma des différentes étapes. Alors, nous avons pris la masse du récipient. Attention, on l'a divisé par une certaine quantité. Ici, on nous disait que seule la moitié se refroidissait, donc on a divisé par 2, mais parfois on divisera par 3, par 4, etc. Il faut donc regarder bien dans l'énoncé. On a pris ensuite la masse du soluté,
la masse du solvant et avec ces deux données, nous avons trouvé la masse de la solution. On a trouvé la température initiale, la température finale et avec ces deux données, on a pu calculer la variation de température. On a été chercher dans les tables les chaleurs massiques et avec tout ça, on a calculé l'énergie dégagée quand on travaille avec X grammes. Donc, nous avons utilisé notre fameuse formule de la calorimétrie. Puis, nous avons transformé l'énergie dégagée en énergie molaire, en chaleur molaire. C'est-à-dire, la chaleur molaire, je vous rappelle que c'est molaire signifie que c'est pour une mole. Et puis avec ça, on a trouvé le delta H. Alors, je vous propose maintenant un dernier exercice, mais que nous allons réaliser dans l'autre sens. C'est le contraire, c'est-à-dire je vous donne le delta H et nous allons réaliser l'exercice dans l'autre sens pour trouver ici la température finale. Alors, je vous lis l'énoncé. La variation d'enthalpie delta H de la réaction de dissociation du chlorure de zinc dans l'eau propose un delta H molaire de moins 73 kJ par mol. Vous avez la réaction qui est donnée. La température initiale est de 20 degrés et on vous demande de calculer la chaleur de réaction Q lorsque 6,75 g de chlorure de zinc sont dissociés dans 200 ml d'eau. On vous demande aussi de calculer l'augmentation de température dans un calorimètre adiabatique de 150 g en verre, dont seule la moitié s'échauffe, et de calculer la température finale. Bon, je repars de mon schéma général. Donc, je suis maintenant ici, à la dernière étape, on me donne le delta H et je vais retrouver la chaleur molaire. Alors, le delta H vaut moins 73 kJ par mol. Si c'est négatif, cela signifie bien que la réaction est une réaction exothermique. Alors, le Q molaire, donc la chaleur molaire en valeur absolue, c'est égal au delta H, mais en valeur absolue. Donc, ça vaut 73 kJ par mol. Cela signifie quoi? Que la chaleur dégagée vaut 73 kJ lorsqu'on travaille avec une mole de chlorure de zinc 2. Mais voilà, moi, c'est pas la chaleur quand on travaille avec une mole qui m'intéresse, mais je veux lorsque la masse vaut 6,75 g, puisqu'on nous dit qu'on voudrait calculer la chaleur de réaction lorsqu'on travaille avec 6,75 g. Alors, une mole de chlorure de zinc, alors le zinc c'est 65, on a 2 fois 35 pour le chlore, donc la masse molaire c'est 135 g par mol. Donc, je divise par 135 et je fais fois 6,75. Donc, je divise par 135 et je fais fois 6,75. Et j'obtiens une énergie thermique de 3,65 kJ. Donc, voici la réponse du A. Alors maintenant, on me demande l'augmentation de température dans un calorimètre adiabatique de 150 g en verre dont seule la moitié s'échauffe. Alors, pour ça, on doit, donc si je reviens ici, je suis donc ici, pour l'instant, j'ai atteint cette étape-ci, et donc maintenant, je vais devoir utiliser la formule. Donc, je remets la formule. Donc, c'est la masse de la solution fois C de la solution, plus la masse de la paroi, fois C de la paroi,
fois delta température, la variation de température en valeur absolue. Alors, la masse de la solution. Alors, je reviens à l'énoncé. On me dit que l'eau, c'est 200 ml et que j'ai dissous dedans 6,75 grammes. Donc, la masse, je fais ici en dessous, la masse de la solution, c'est toujours la masse du soluté plus la masse du solvant. J'ai donc 6,75 plus 200. Donc, j'ai 206,75 grammes, c'est-à-dire 0,20675 kg. Et je la note directement dans la formule. Alors, ensuite, la chaleur massique de la solution. Je vais voir dans la table, ça n'a pas changé, c'est toujours 4,18. Je vais trouver la masse de la paroi. On nous disait que la masse de la paroi, c'était 150 grammes, mais il n'y avait que la moitié qui chauffait. Donc 150 divisé par 2, ça fera 75. Attention, il faut les mettre en kilos. Donc je fais x 10 exposant moins 3 pour l'avoir en kilos. Et je vais chercher la chaleur massique du verre, c'est 0,84. Je sais aussi, parce que je l'ai obtenu ici, que l'énergie dégagée est de 3,65. Donc, mon inconnu, pour l'instant, c'est la variation de température. Donc, la variation de température se calcule en prenant 3,65 divisé par toute ma parenthèse. 0,075 fois 0,84, voilà. Et on obtient 3,94 degrés Celsius. Ceci, c'est ma réponse B, puisqu'on nous demandait dans la réponse B de calculer l'augmentation de température. Petit c maintenant, calcule la température finale. Alors dans l'énoncé, on nous disait que la température initiale était de 20 degrés. Donc si la température initiale est de 20 degrés Celsius, que la température augmente de 3,94 degrés, et on sait que comme c'est une réaction exothermique, puisque le delta H était négatif, on sait que la température monte. Et donc, la température finale, c'est 20 degrés plus 3,94. On arrive à 23,94 degrés Celsius. C'est la réponse C. Donc, quand vous faites l'exercice, basez-vous bien sur ce schéma récapitulatif. Ça va vous aider pour faire l'exercice et savoir par où commencer, quelle est l'étape suivante et ainsi de suite. Voilà, maintenant à vous de faire les exercices.